Bonjour à tous. Alors nous allons démarrer cette table ronde sur le sujet de la sobriété énergétique, des solutions innovantes pour un numérique responsable. Alors je vous en prie, installez-vous, n'ayez pas peur. Alors le sujet de la sobriété énergétique, je crois qu'on peut dire qu'il est désormais au cœur de l'agenda politique. Il faut bien se l'avouer, personne, je pense, n'imaginait il y a encore un an que nous serions aussi vite confrontés au risque de devoir manquer d'énergie cet hiver. Alors dans le cadre du plan de sobriété énergétique qui est porté aujourd'hui par le gouvernement, l'objectif fixé est de réduire de 10% notre consommation d'énergie sur les 2 prochaines années par rapport à l'année 2019. L'effort est important, il sera forcément et évidemment collectif, et le secteur du numérique doit y prendre toute sa part. Alors, si rien n'est fait, c'est ce que disent les analyses, le numérique serait, à l'horizon 2040, à l'origine de 24 millions de tonnes équivalent carbone. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est 7% des émissions de la France. Aujourd'hui, nous sommes à 2%. Donc on voit l'écart assez considérable. Alors comment, j'allais dire, stopper ou en tout cas ralentir cette augmentation? Ça suppose évidemment une transformation durable de nos habitudes, pour démarrer, de notre façon de consommer du numérique, de nos usages, bien évidemment, mais aussi sans doute pour les acteurs économiques du numérique, de transformer la façon avec laquelle nous produisons ce numérique, qu'il s'agisse des réseaux, des data centers et puis bien sûr des terminaux et des équipements télécoms. Donc c'est de tout cela dont on va parler ce matin. Et donc je suis ravie d'accueillir Xavier Gravitz, qui est vice-président de Manche Numérique, et vous êtes aussi élu de la communauté de communes de 40 ans les Marais. Je n'ai pas fait le tour, mais je vais quand même présenter les 2 autres intervenants, qui sont Sylvain Réfaud, conseiller de Paris et conseiller métropolitain et coprésident du groupe écologiste social et citoyen à la métropole du Grand Paris, qui est aussi consultant pour de nombreuses métropoles partout ailleurs. Et tu disais que tu étais là pour ta casquette de président de Vélib sur la partie transport. Et Jean-Louis Mounier, donc directeur de la business unit TowerCo du groupe TDF, qui est autour de moi. Donc je reviens vers vous, Xavier Gravitz. Donc on revient dans la Manche. La Manche numérique, aujourd'hui, c'est 400 collectivités, je crois. Vous avez déployé depuis des années des milliers de kilomètres de fibres optiques pour apporter ce fameux très haut débit dans les territoires. Alors, territoire connecté, sobriété énergétique, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va ensemble? Et j'allais vous demander comment ça marche chez vous dans la Manche. Eh bien, bonjour à tous. Donc, en préambule, je vais vous dire que c'est une thématique qui nous tient à cœur. Récemment, mon président Antoine Delaunay a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet aux universités de Toulouse. C'est un sujet transverse que l'on a de plus en plus en ligne de mire. Et je vais commencer par vous parler un peu de Manche Numérique, parce que d'aucuns ne connaissent pas forcément Manche Numérique. Donc, Manche Numérique, c'est un beau bébé qui est né le 23 avril 2004, donc dans la Manche, de par la volonté du département et donc des collectivités. Alors avec la loi NOTRe, au fur et à mesure des années, maintenant Manche Numérique, c'est le département et 8 EPCI. Alors la Manche, et c'est important puisque on vient de l'évoquer, des milliers de kilomètres. Alors des milliers de kilomètres, ramenons ça à la dimension du territoire. Le territoire fait un peu moins de 6000 km² pour de l'ordre de 500 000 habitants. Et quand on parle de longueur de réseau, il y a une longueur que l'on connaît, qui est notre bus. Alors notre bus, il fait de l'ordre de 1800 km. Et quant aux autres milliers de kilomètres, en fait, on ne les connaît pas parce que on ne les caractérise pas comme ça. En fait, on compte au nombre de prises. Alors, au nombre de prises, je vous ai dit 500 000 habitants. Au terme de notre déploiement, nous aurons déployé 330 000 prises sur la Manche. Donc vous voyez à peu près le ratio. Nous en sommes aujourd'hui donc sur un projet qui va coûter un peu plus de 516 millions d'euros. Nous sommes sur une organisation de type RIP, Réseau d'initiative publique, et nous sommes à peu près à 65% de développement, de déploiement de la fibre. Bon, voilà pour situer Manche Numérique dans la Manche. Alors, sobriété numérique, je vais la décliner sur 2 thèmes. D'abord sur les infrastructures et puis ensuite sur les usages. Alors, sur les infrastructures,
notre déploiement s'est fait de deux façons différentes. On a commencé par, dans les années 2014, un marché à bon de commande. Et donc là, nous avons tiré de la fibre, en apprenant le métier, avec des bonnes choses et des moins bonnes, qui nous ont fait réfléchir et qui nous ont fait passer sur un autre type de marché, un marché de type créé, conception-réalisation, donc en 2019. Alors, ce passage a beaucoup changé les choses parce que, disons que nous avons repris en main le déploiement de nos réseaux. Alors, quel est le lien avec la sobriété numérique? Eh bien, il existe. Il existe parce que, dans le cadre de déploiement de ce marché, nous avons mis en place un contrôle des travaux qui étaient effectués. Et ce contrôle, donc, s'est traduit par l'embauche d'un certain nombre de personnes qui sont chargées d'aller faire des audits sur le terrain et de voir quelle est la qualité du déploiement de ce réseau. Alors, qualité, c'est un maître mot, mais nous l'avons associé avec autre chose qui est la sécurité. Alors, quel est le rapport entre la sécurité et la sobriété? Eh bien, il existe. Il existe parce que des chantiers qui sont faits sous l'égide de la sécurité sont des chantiers où les gens sont responsables et, fatalement, on arrive toujours à améliorer notre degré de qualité. Donc, en prenant en charge la sécurité, eh bien, on est capable d'améliorer la qualité de nos réseaux. Et la qualité des réseaux, c'est aussi la sobriété numérique, c'est-à-dire que ça passe par un dimensionnement correct. Alors, bien sûr, on ne peut pas avoir raison à tous les coups, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut faire des renforcements de réseaux parce que des usages nouveaux se sont développés, parce qu'il y a des nouvelles déclinaisons de matériel et autres. Mais la qualité des réseaux avec la sobriété numérique, c'est aussi d'être capable d'avoir des réseaux qui soient capables, sans changer les infrastructures, de pouvoir faire face aux nouvelles technologies. Alors, quelles sont ces nouvelles technologies? Eh bien, la montée en débit. La montée en débit, elle passe, ou elle passera, par un changement de la longueur d'onde. Donc, une longueur d'onde plus élevée. Aujourd'hui, les recettes qui sont faites avec une longueur d'onde, je reste basique, je dirais plus basse, lorsque les tests sont faits, ils sont bons. Si ces tests sont faits uniquement dans ce cadre-là, lorsqu'on va monter en débit, on peut avoir des fibres qui étaient tout à fait correctes lors de leur établissement et qui ne le sont pas, et qui obligeraient donc à faire des reprises. Ça veut dire que la sobriété, elle est bien là. Si on fait une installation bien dès le début, on n'a pas à y revenir. Bon, chaque fois qu'on fait une maintenance, chaque fois qu'on fait une maintenance qui n'est pas une maintenance préventive, mais une maintenance curative, c'est que quelque part, on n'a pas été bon dans le domaine de la sobriété, puisque c'est lié. Ce sont des interventions, et ces interventions, moins on en a, mieux on se porte, et ça nous évite d'avoir effectivement des intervenants, des gens qui se déplacent pour aller faire des reprises et pour qu'on ait un bilan qui ne vient pas très bon au point de vue CO2. Alors, un autre point, quand on parle donc des réseaux derrière, et ça a été évoqué lors de la table ronde précédente, le data center. Alors, Manche Numérique a cette particularité d'avoir un data center. Ce data center, il est né avec Manche Numérique. Et à cette époque, eh bien, nous étions comme M. Jourdan. Nous avons fait un peu de la prose sans le savoir, puisque dans la mise en place, nous avons utilisé des techniques qui nous permettaient d'atteindre une certaine sobriété énergétique. Alors, parmi elles, on peut citer la mise en place d'un free cooling. Alors, le free cooling, c'est un terme anglais qui dit rafraîchissement gratuit, qui en fait cherche à récupérer la différence de température entre les rejets et l'air frais pour éviter d'avoir une charge sur la partie eau et la transformer par une partie air. Donc, ce sont des économies d'énergie. Et en fait, avec cette technologie, on est capable, lorsqu'elle est à plein rendement, d'avoir des économies de l'ordre qui peuvent monter jusqu'à 75%. Alors, il avait été évoqué d'autres solutions, la géothermie, etc. Il a été évoqué également dans le futur. Nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place de panneaux photovoltaïques pour être autosuffisants en matière d'énergie. Et un autre point sur cette sobriété au niveau du data center, c'est que, je vous parle de rafraîchissement, on s'aperçoit que le matériel qui est en place, on met des consignes de température qui sont relativement basses,
Et en fait, le matériel peut très bien supporter 5 degrés de plus. Et 5 degrés plus, c'est aussi une économie d'énergie, c'est aussi une façon un peu plus vertueuse de dépenser de l'énergie pour les data centers. Alors maintenant, je vais aborder la partie usage. Donc, ce sera peut-être un peu plus rapide. Nous avons une entité qui s'appelle MangeNu Op, qui est donc la partie opérateur de Manche numérique et qui donc assure un certain nombre de services pour les collectivités. Donc tout à l'heure, on parlait de 400, en fait, on est à 450 collectivités. Alors, comment agir sur la sobriété numérique? Eh bien, en fait, on a aussi un devoir d'alerte, c'est-à-dire qu'on héberge les données d'un certain nombre de collectivités et derrière, nous avons donc un mode de supervision. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir être en capacité d'avertir une collectivité si il y a une dérive quant à la consommation de data. Aujourd'hui, c'est l'effet un peu pervers du déploiement de la fibre, c'est que la donnée, on a l'impression qu'elle ne coûte rien, qu'elle est disponible et qu'on peut donc l'utiliser de manière indéfinie. En réalité, donc, la sobriété énergétique, c'est aussi la sobriété numérique et d'alerter les collectivités sur cette augmentation anormale de débit est un des rôles que nous avons pris en charge à Manche numérique. Il y a un exemple qui m'a frappé. Alors, il y a un rapport sur la sobriété énergétique qui est très intéressant, qui est le rapport SWIFT. Et dedans, il y a l'usage d'un iPad quand il est prêté ou donné à un étudiant. Eh bien, cet étudiant, il prend son iPad pour aller en cours. Et quand on fait l'analyse de l'utilisation de l'iPad, le temps passé à étudier avec l'iPad, il est de 3%. 3%, c'est quand même quelque chose qui interpelle. Ce qui veut dire que si on regarde les datas pour lesquelles a été calibrée la mise à disposition de cet iPad, en fait, on est très loin du compte. Donc, d'avoir une idée de pouvoir monitorer les datas est aussi une façon d'arriver à la sobriété énergétique. Dernier point, oui. Dernier point, nous avons une centrale d'achat. Et donc, nous avons une centrale d'achat et nous essayons d'être responsables dans cette centrale d'achat. Et bien que ce soit obligatoire pour la loi d'utiliser du matériel qui ait des indices de réparabilité, qui soit avec des pièces recyclées et autres, les collectivités n'ont pas encore forcément ce réflexe. Dans notre centrale d'achat, nous proposons du matériel qui permet effectivement d'être en conformité avec cette loi et qui contribue à la sobriété. Merci beaucoup, c'était très complet. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'ailleurs qui rebondiront peut-être avec des actions collègues de l'autre côté de cette table. Sylvain Réfaud, donc conseiller de Paris, Grand Paris, mais vous conseillez aussi beaucoup de métropoles. Aujourd'hui, on vient de le dire, le numérique consomme 10% de consommation de l'énergie française. Donc c'est quand même déjà considérable. On en parle à l'instant, la multiplication des usages ne va faire qu'accélérer. Alors effectivement, si sur un iPad d'étudiant, il y a 3% tellement de temps d'études, il y a 97% d'autres choses. Et je pense qu'on on en est tous conscients. Effectivement, c'est aussi le sujet aujourd'hui, cette multiplication des usages, qui fait que ce chiffre ne va cesser de croître. Alors vous militez depuis plusieurs années pour une meilleure sensibilisation justement à destination des citoyens, notamment de la part des collectivités. Alors concrètement, quelles sont les pistes à nous donner sur ce sujet-là? Je crois qu'il y en a. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il y a un certain nombre qui ont été évoqués au travers du témoignage de Manche numérique. Je voulais dire simplement que il faut être conscient que nous sommes dans une situation critique vis-à-vis du climat. Je crois que tout le monde commence à en prendre conscience. Les rapports du GIEC qui se succèdent les uns les autres montrent qu'il y a une nécessité, une obligation à agir, particulièrement dans le secteur du numérique. Alors tu le disais, c'est 10% de la consommation d'énergie en France. À l'échelle mondiale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le numérique, qui existe depuis 20 ans, de façon massive, il consomme autant que le secteur aérien. Qui est un émetteur, évidemment, enfin, il émet autant de gaz à effet de serre que le secteur aérien, qui est un émetteur tout à fait considérable et qui est nécessaire de réguler par ailleurs. Le problème qu'on a avec le numérique, c'est que cette empreinte, elle augmente de 6% par an. Et donc, c'est une augmentation qui est très importante. On voit, c'est le développement des usages, c'est le développement des terminaux. Et donc, on est sur une trajectoire qui n'est pas tenable
aujourd'hui. C'est ça notre problème, c'est que la trajectoire n'est pas tenable. Il faut faire en sorte de réduire l'impact et de réduire la trajectoire. Dans la trajectoire, les terminaux, c'est 70%. Votre téléphone, c'est 70% des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites sur différents champs, sur la question de l'hébergement de données, sur les équipements qui sont utilisés pour faire des réseaux physiques ou radio. Mais le plus important, c'est d'agir sur les terminaux pour faire en sorte de mettre fin à l'obsolescence programmée, cet effet qui fait que le constructeur du terminal, finalement, il est content quand vous changez tous les 3 ans. Et donc, vous achetez l'iPhone 7 et vous avez immédiatement après, à la télé, la pub de l'iPhone 8 et vous êtes incité de cette façon-là à changer de terminal et être frustré finalement dès que vous avez un nouveau téléphone. Il faut changer absolument cela et c'est vrai que pour le coup, les collectivités locales ont un rôle important à jouer. Elles équipent un très grand nombre d'agents. Elles équipent aussi au travers des établissements scolaires les établissements d'enseignement et on le disait, il y a beaucoup de départements, de communes, de régions qui mettent à disposition des équipements pour les écoliers, les lycéens, etc. Voilà, c'est aussi la façon, les stratégies d'achat. Et donc ce que vous disiez sur la centrale d'achat de Manche Numérique qui va demander des garanties plus longues, qui va faire en sorte d'avoir un taux de réparabilité sur les équipements plus important, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Et cette direction-là, elle est soutenue maintenant par la réglementation dans la mesure où les collectivités locales, depuis la loi de novembre 21, précisée par un décret cet été, doivent avoir une stratégie numérique responsable pour piloter la trajectoire à l'échelle de leur territoire sur la prise en compte de l'impact environnemental du numérique. Merci beaucoup, c'était très clair. Jean-Louis Mounier, directeur général de la BU TowerCo de TDF. Alors, au regard de tout ce qui vient d'être dit, et comment se positionne un acteur comme TDF en matière de politique environnementale, et puis à commencer par la sobriété énergétique. Comment concrètement on met en place des choses sur nos différents métiers, TowerCo, opérateur d'infrastructure FTTH? Oui, alors TDF, pour nous resituer, on est d'abord un opérateur d'infrastructure. Donc on ne va pas jouer sur les terminaux, mais on va travailler à la base déjà de tout ce qui permet ensuite de faire en sorte que cet environnement numérique puisse se développer. Alors bien sûr, je ne vous surprendrai pas en disant que TDF est engagé dans la transition environnementale et nous n'avons pas attendu la crise actuelle sur l'énergie pour anticiper et pour lancer un vaste plan de transformation en fait, de notre outil industriel et de nos services pour avoir un TDF, une TowerCo éco-responsable. Et je citerai deux natures de sujets pour les illustrer par des exemples, comme tu le souhaitais dans ta question. D'abord sur la partie énergétique, comment maîtriser la consommation énergétique sur les infrastructures. La deuxième sur finalement l'empreinte carbone au global de ces activités. Alors sur la partie consommation énergétique, en fait nous avons déjà commencé à travailler, tout à l'heure vous citiez l'exemple des panneaux solaires, nous avons déjà commencé à investir dans un certain nombre de panneaux solaires sur un certain nombre de nos sites. On en a une centaine aujourd'hui de déployés. Ça absorbe à peu près 30% de la consommation d'un site Radiocom classique. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin. Il faut que les batteries, la technologie nous permettent d'aller encore plus loin pour pouvoir stocker cette énergie. Mais c'est déjà un premier pas de fait. Et nous avons lancé un plan d'investissement beaucoup plus massif pour multiplier par 10 ces infrastructures. D'abord sur les petits sites. Vous avez sur notre stand une maquette qui montre un petit peu à quoi ça correspond. Et puis nous investissons aussi dans des fermes solaires sur nos grands sites de diffusion, puisque nous travaillons à la fois sur les infrastructures Radiocom, sur la fibre optique, mais aussi sur la diffusion de la radio et de la télévision. Donc sur ces grands sites, nous avons une trentaine de fermes solaires en cours de préparation, de développement. Nous travaillons avec les collectivités pour permettre bien évidemment l'acceptabilité aussi de l'implémentation de ce type d'infrastructure, ce qui devrait représenter à peu près une économie de 4000 tonnes de CO2 dans les années à venir par rapport à notre consommation actuelle. Donc ça, c'est un point important. Et puis nous travaillons aussi sur les bâtiments techniques. Tout à l'heure, vous citiez l'exemple des data centers, le free cooling, l'augmentation de la température moyenne dans les sites.
Et sur les sites plus complexes, nous avons innové en mettant en place un dispositif qui permet de réutiliser la chaleur dégagée par les émetteurs pour réchauffer en fait, ou utiliser cela pour réchauffer nos bâtiments. Cela nous a permis, en l'espace de 5 ans, d'économiser plus d'1 700 000 litres de fuel, puisque c'était des centrales à fuel qui, à ce moment-là, chauffaient nos bâtiments. Donc vous voyez que ce sont des éléments concrets qui se mettent en œuvre progressivement pour justement diminuer cet impact de la consommation énergétique. Sur l'empreinte carbone, on poursuit aussi les innovations. J'en citerai 3 pour vous donner un exemple. Le premier, c'est autour du déploiement de la fibre optique. Vous savez que lorsqu'on fait des tranchées, en fait, on a des systèmes d'excavation, on met du béton, on pose le câble, on referme. Eh bien, aujourd'hui, nous avons mis au point une machine qui permet de faire 4 opérations en une, en utilisant un substrat qui se mélange à la terre et qui permet d'éviter le béton. C'est 80% de consommation en moins de CO2 avec cette solution. Donc, ce qui est considérable quand on voit le nombre de kilomètres que l'on déploie à solution équivalente. C'est-à-dire qu'on déploie toujours 10 km par mois de fibre optique par rapport à une solution traditionnelle. Par contre, on fait 80% d'économie de CO2 dans ce dispositif. Donc, si on prend l'exemple du Val-de-Loire, par exemple, c'est 5000 tonnes de CO2 qui vont être économisées sur le projet en cours de déploiement. Et puis, nous travaillons aussi sur l'intégration paysagère en zone urbaine. On a des problématiques d'implémentation en zone dense pour la couverture numérique. Et donc, nous avons signé un partenariat exclusif avec la société MUB qui a mis au point une technique d'infrastructure végétalisée sur laquelle on peut implanter une antenne de manière à diminuer l'empreinte carbone. Et l'objectif, c'est de viser l'équilibre carbone. Donc, c'est une grande prouesse. Et je pense que c'est un sujet important qui aidera aussi l'acceptabilité et l'intégration en zone urbaine, qui contribuera aussi à la végétalisation. Donc ça, c'est un point important. Et puis le dernier, ce sont nos équipes elles-mêmes qui parcourent le territoire à longueur d'année pour intervenir, pour déployer, pour maintenir. Eh bien, grâce, alors cette fois-ci, à un outil numérique de planification, eh bien, nous avons pu économiser chaque année à peu près 3 millions de kilomètres parcourus par ces techniciens au global, grâce à l'utilisation de ces techniques de planification avancée. Donc vous voyez qu'on est très engagé dans cette recherche d'optimisation, de frugalité et d'optimisation énergétique. Et on peut dire aujourd'hui qu'on est la seule TowerCo industrielle française qui s'appuie à la fois sur des ressources et des compétences internes, nationales. Nous avons même notre usine de production de pylônes qui est à Toulouse, en France. Merci beaucoup. Alors, quand on parle sobriété énergétique chez TDF et réduction de l'empreinte carbone, on parle beaucoup innovation, vous l'avez constaté. Alors, je me retourne vers vous, Xavier Gravitz, puisque Manche Numérique a lancé très récemment un projet de réseau LoRa, ces réseaux bas débit qui permettent de connecter des objets. Alors, à quoi ce réseau va-t-il servir? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et puis, est-ce que vous avez déjà des idées de comment mesurer justement l'empreinte carbone de ce réseau, ou comment justement ça va améliorer l'empreinte carbone? Comment ça se passe? Voilà, alors je vais reprendre un peu la genèse de ce projet. En fait, ça a commencé chez nous au mois de mai de cette année, où on s'est posé la question de faire une réponse à l'appel au projet du gouvernement sur la ville, territoire intelligent et durable. Voilà. Et la position des élus avait été de dire que c'était un peu tôt pour répondre à ce type de projet, car nous n'avions pas de projet défini et pas de réflexion. Par contre, le sujet nous passionnait et on a dit on va travailler dessus. Alors, on a travaillé un petit peu de la façon suivante, c'est que on a réfléchi et on a dit que grosso modo, il fallait que l'on ait 3 étapes à parcourir. Donc la première étape, et non des moindres, c'est la définition des besoins. C'est-à-dire, donc effectivement,
pas un effet de mode, mais quelque chose qui doit être utile et qui doit coller à la réalité. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de faire le bilan des besoins et de ce que l'on avait en magasin. Alors en magasin, ça veut dire quelles infrastructures nous avions, quels équipements nous avions, qu'est-ce que nous pouvions mutualiser. Donc là, on est vraiment au cœur de la sobriété numérique. Et la troisième étape, c'était de prendre en compte les perspectives de développement. C'est-à-dire qu'on savait que c'est un projet qui est pour du long terme. Et au cours du déploiement de ce type de projet, il y a de nouvelles applications qui peuvent venir et demander des inflexions du projet. Donc, dans cette perspective, bien entendu, il y avait un prérequis qui était le refus d'une solution propriétaire. Alors, refus d'une solution propriétaire, puisque effectivement, il existe des solutions clés en main aujourd'hui. Il existe des supports, il existe des offres de la part de grands opérateurs. Soit dit en passant, il y en a un qui est en train de la fermer et l'autre grand opérateur parle de fermer son service en 2027. Donc, ça nous conforte aussi dans l'idée qu'il faut rester sur une solution que nous maîtrisons de A jusqu'à Z. Donc, si on fait un peu le parcours de la donnée, on a la première couche qui est la collecte. La collecte se fait à partir de capteurs. Ensuite, on a la partie transport. Donc, cette partie transport, déjà, nous avons l'infrastructure qui permet d'en transporter une partie avec le déploiement de la fibre, c'est-à-dire sur la partie manche numérique. Ensuite, nous avons la couche stockage. Alors, le stockage, eh bien, c'est le data center. Le data center, on en a parlé tout à l'heure. Donc, nous avons l'infrastructure de stockage existante. Et la dernière couche, c'est le traitement des données et leur supervision. Là, il y a effectivement de l'engineering à déployer, mais sur la couche supervision, nous avons déjà des outils de supervision et nous avons déjà une certaine expertise dans le domaine. Alors, si on reprend sous forme de briques, donc la première brique, c'est l'établissement du réseau privé. Donc le réseau privé, donc nous serions en passe de partir sur un réseau LoRa départemental. Ce réseau donc récupérait un certain nombre de données. Donc la caractéristique de tous les capteurs qui sont sur ce réseau sont des réseaux qui sont basse consommation. La plupart ne sont pas alimentés, ils ont des autonomies avec des petites piles ou des batteries de l'ordre de 5 à 10 ans. D'autres capteurs, on avait évoqué tout à l'heure la partie vidéoprotection, eux sont plus énergivores et ont besoin d'une alimentation électrique, mais la grande majorité, ce sont des capteurs qui donc, sont auto-alimentés. Donc l'avantage de ce réseau départemental, c'est qu'on peut faire un déploiement sur mesure. Ensuite, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est qu'on peut donc récupérer un certain nombre de matériels existants. Nous avons nous avons décommissionné un réseau hertzien, ce qui nous laisse un certain nombre de points hauts. Manche Numérique a toujours été vertueux dans la gestion des points hauts. On avait une devise qui n'est pas française, mais qui explique un peu ce que ça veut dire. Moins de points hauts, mieux de points hauts. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, de n'avoir des points hauts que ceux qui étaient nécessaires et que de bien choisir l'emplacement d'un point haut permettait des fois d'en éviter un deuxième. Et donc ces points hauts, nous en avons en propre un certain nombre et ils sont un élément important dans le déploiement de ce réseau et nous permettent de faire des économies substantielles tout en récupérant du matériel existant. Alors, également, donc, ce déploiement sur mesure nous permet de garder une souveraineté numérique, qui est un point qui est important. La sécurisation de données et par la mise en place du réseau, on aura bien entendu une couverture qui sera une couverture optimale. Donc, la brique numéro 2, c'est le cœur de projet. Donc là, c'est la collecte des données et leur stockage et leur traitement. La brique numéro 3, ce sont les services IoT. Donc ça, ce sont les applications métiers qui sont donc dédiées à le traitement de ces données. Alors, si on regarde concrètement la façon dont on travaille, on ne se lance pas bille en tête dans un projet comme ça. Donc, on a un groupe de travail dans lequel on a commencé par définir
quels sont les clients potentiels que nous pourrions avoir. Donc, nous avons identifié 2 collectivités et un syndicat d'électrification, qui étaient intéressés, qui étaient prêts à partir de leur côté sur ce type de projet. À partir de ça, nous avons fait un groupe de travail, et ce groupe de travail donc, a pour but de mettre en place une expérimentation. Donc on a ciblé des expérimentations. Les expérimentations, elles sont de l'ordre de l'énergie pure et dure, comme la maîtrise de l'éclairage public. Une autre application qui est aussi quelque chose qui est assez problématique en ce moment, c'est d'optimiser les collectes. C'est-à-dire que dans ce projet, nous avons des collectivités qui sont intéressées par connaître le niveau de remplissage de leur bac pour optimiser les tournées et ne pas laisser déborder un bac. Par contre, ne pas aller le vider quand il est à moitié vide. Donc ça, c'est une autre application. Une autre application sur laquelle nous allons expérimenter, c'est et pour pouvoir faire un effet démonstratif, c'est la mise en place de capteurs CO2 maillés dans les écoles. Donc beaucoup ont mis en place des capteurs CO2 qui sont des capteurs simples. Aujourd'hui, si on gère correctement un capteur CO2, on est capable de faire des économies d'énergie, puisqu'on est capable donc de faire des aérations ciblées et d'avoir une conduite raisonnable. Voilà un petit peu donc la démarche de Manche Numérique sur les IoT, à savoir donc ne pas partir bille en tête, partir sur une partie expérimentation, réutiliser ce que nous avons, maîtriser nos besoins et être capable d'assurer des développements futurs. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors c'est vrai qu'au regard de ce que vous venez de dire, se poser la question finalement aujourd'hui du numérique responsable, c'est pas seulement une histoire de bilan carbone, c'est aussi se dire comment est-ce que le numérique peut servir aujourd'hui à l'environnement, à l'écologie. Et je dirais que là aussi, les études nous alertent, en tout cas nous disent attention aux effets rebonds, c'est-à-dire attention à ce que les gains obtenus par le numérique ne soient pas finalement absorbés par l'impact négatif du déploiement de centaines de milliers de capteurs, etc. Et là, je me retourne vers Sylvain. Alors, sur le Grand Paris, ou la ville de Paris, on est face à la fois à un besoin de concilier des besoins du numérique, hein, c'est évident, sur des zones très très denses, ne serait-ce que par le nombre de personnes qui y vivent, les nombres de visiteurs aussi, et puis les entreprises, et la nécessité de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Alors comment on arrive, dans des zones aussi denses, à faire que le numérique serve l'écologie? Et est-ce possible? Bien, alors je crois que tu fais très très bien de parler de l'effet rebond, c'est-à-dire que cet effet qui fait qu'à un moment on a trouvé une solution, on se dit c'est bon, c'est réglé. Alors qu'en fait, le fait d'emprunter cette solution fait aggraver les problèmes. Je vais juste faire ce tout petit détour. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'applications qui commencent à se développer. Et je crois que Manche Numérique vient d'en évoquer certaines. Globalement, il s'agit sur un certain nombre de métiers d'être capable d'optimiser, de contrôler des usages et d'avoir des dispositifs d'alerte. Il y a beaucoup de collectivités en France qui se sont engagées dans des projets avec de l'Internet des objets sur des réseaux qu'on appelle LP1, Low Power Wide Area Network, qui permettent d'avoir des réseaux qui consomment très peu d'énergie, des capteurs qui vont avoir une durée de vie qui peut aller jusqu'à 10 ans avec un réseau dont le coût de mise en œuvre est finalement peu élevé. Donc c'est du très bas débit. Voilà, on parle souvent de très haut débit dans le secteur numérique. Eh bien, le sujet là, c'est d'avoir des réseaux très bas débit qui permettent de remonter des toutes petites quantités de données, mais qui permettent de suivre chaque jour la consommation d'énergie d'un bâtiment public. Aujourd'hui, il y a une grosse alerte sur les finances des collectivités locales, particulièrement sur la facture énergétique. J'entendais à la radio ce matin, c'est quoi le grand enjeu du Salon des maires de 2022 ? J'ai l'impression que cette question de la facture énergétique est un grand enjeu. Et donc, on a besoin de piloter, de contrôler mieux les consommations. Et effectivement, on peut le faire avec des réseaux bas débit, basse consommation et l'installation d'un certain nombre de capteurs. Il y a une collectivité qui avait mis ça en place il y a quelques années, Saint-Sulpice-la-Forêt, dans la banlieue de Rennes, qui revendiquait d'être la plus petite smart city au monde. Et lui, il avait un cas d'usage qui était très bien. Il disait les joueurs de l'équipe de foot
ils viennent le dimanche après-midi et ils font des matchs et après ils prennent des douches. Et ils voyaient la facture d'énergie du gymnase qui flambait littéralement parce qu'il avait les bons indicateurs. Et donc à un moment, il a été voir l'équipe de foot et il leur a dit bon, soit on vous donne une subvention en argent, soit on vous donne une subvention en eau chaude, mais on ne peut pas continuer de faire les deux. Et il peut dire ça parce qu'il avait des indicateurs sur cette question-là. Et je pense qu'on maîtrise bien ces consommations lorsqu'on les connaît. C'est un argument qui est vraiment important. Et donc ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour le taux de CO2 particulièrement dans les salles de classe. Il y a eu un mouvement très fort sur la qualité de l'air qui s'est développé avec la sortie de crise Covid. Et donc on a un certain nombre d'applications qui se développent dans ce secteur-là. Ce que vous citiez sur les bornes d'apport volontaire, c'est la killer application de la métropole de Rennes. La métropole de Rennes a financé le déploiement d'un réseau bas débit sur l'ensemble de son territoire juste en optimisant la tournée de collecte des bornes d'apport volontaire des déchets ménagers. Et à partir de là, ils ont commencé à réfléchir à d'autres usages. Il y a des régies d'eau maintenant qui utilisent complètement le réseau LoRa pour faire la collecte des relevés de compteurs, soit pour les gros clients, soit pour l'ensemble des clients. Le stationnement, le niveau de remplissage des stations d'épuration, la supervision des chaufferies. Dans le logement social, il y a énormément d'applications aussi sur ces questions-là. Donc oui, il y a des applications, oui, elles sont vertueuses parce qu'elles permettent de piloter sa consommation d'énergie et globalement sa consommation de fluide. Mais attention à l'effet rebond pour refaire la boucle quand même. Merci Sylvain. Et je vais continuer avec toi sur un sujet qui, je sais, t'intéresse beaucoup, qui est aussi au cœur de la sobriété numérique, évidemment. Le sujet de la mutualisation des infrastructures, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que l'arrivée de la 5G, des small cells dans les grandes métropoles, en Paris bien sûr, mais aussi bien sûr d'autres métropoles, fait que les besoins sont importants. Et je sais que tu as une idée, enfin tu as une démarche de ce point de vue-là. Donc je voulais entendre comment on fait dans les zones très denses où on sait qu'il est de plus en plus difficile de trouver des sites pour déployer des antennes et qu'on est responsable politique. Oui, c'est la question importante. Enfin, c'est tout le débat autour de la 5G, de l'arrivée de nouvelles technologies sur les réseaux. Moi, je crois qu'il faut laisser les constructeurs, les intégrateurs, les opérateurs chercher à optimiser le fonctionnement de leurs équipements d'une fois sur l'autre. Mais je trouve que ce débat a eu quelque chose d'intéressant de se dire quel est l'impact globalement de ces réseaux-là et quelle réflexion on a sur le développement des usages. Et pour revenir sur des considérations plus locales sur l'aménagement numérique du territoire. On a à Paris 4 réseaux opérateurs de GSM, on a 4 réseaux 4G, bientôt on va avoir 4 réseaux 5G, et puis l'ARCEP et le marketing dit allez, il faut y aller, il faut développer très rapidement tous ces réseaux. Résultat, on a un certain nombre de demandes pour installer des nouvelles antennes ou pour faire évoluer des antennes existantes. Les réactions sont très vives dans la population. Il faut prendre conscience de cela. Évidemment, faire en sorte de répondre techniquement et de façon très objective aux objections qui sont formulées. À Paris, on a une charte de la téléphonie mobile qui fait qu'à tout moment, vous pouvez demander de faire une mesure chez vous avec un organisme certifié par la NFR qui vient chez vous pour faire la mesure de combien il y a chez vous en niveau d'émission. Je pense qu'il y a le sujet paradoxal qui fait que si on veut baisser le niveau d'émission à tout moment, enfin à tout endroit, paradoxalement, il faut augmenter le nombre d'antennes. Et donc, voilà, on est dans une contradiction à cet endroit-là. C'est-à-dire d'un côté, on dit qu'il faut augmenter les antennes. En même temps, les gens sont inquiets parce qu'on voit arriver de nouvelles antennes. Et j'en viens à ma proposition. Moi, je pense que cela devrait être piloté par les collectivités locales maintenant, au moins dans les zones les plus denses. Et je pense aussi dans des secteurs moins denses. On a réussi à faire dans les zones moins denses, là où les opérateurs ne voulaient pas aller parce que ce n'était pas rentable, le plan mobile qui fait que les opérateurs mutualisent dans les zones les moins denses. Pourquoi les opérateurs ne peuvent-ils pas mutualiser dans les zones les plus denses, ce qui mettrait fin au passage à cette injustice incroyable qui fait que lorsque vous habitez dans un immeuble sur le toit duquel il y a une antenne, vous n'êtes pas concerné
par les ondes, parce que vous n'êtes pas dans le lobe d'émission de l'antenne qui est sur votre toit. Mais par contre, vous êtes concerné par soit la réduction des charges si vous êtes en logement social, soit les redevances si vous êtes proprio. Alors que dans l'immeuble en face, ils sont dans le lobe de votre antenne, et donc potentiellement, il peut y avoir un petit effet sur la santé. Et ils n'ont aucune redevance. Et moi, je pense que maintenant, il faut organiser tout ça du point de vue des collectivités locales, dans un souci d'intérêt général. Ça évitera d'avoir 4 réseaux, et on pourra en avoir un seul, mais bien géré, et surtout géré démocratiquement, dans une discussion qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on veut comme type de réseau, et qu'est-ce qu'on veut assumer comme type de développement numérique. Merci, c'était très clair. Je me retourne vers Jean-Louis. Alors, ce sujet de la mutualisation, bien sûr, est important. On est dans le New Deal, où là, la mutualisation est très forte, hein, le nombre de pylônes en zone rurale qui se déploie aujourd'hui. Il y a évidemment l'arrivée de la 5G, des small cells, qui posent toutes ces questions de nombre de réseaux et de comment on envisage les choses. Du point de vue de TDF, dont le métier est de construire des pylônes et d'installer des antennes, quelle est la vision là-dessus? Alors, il y a sûrement aussi une différence à faire entre zone urbaine et zone rurale. Je te laisse le développer. Oui, alors effectivement, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, puisque vous parliez de la charte de la mairie de Paris. J'ai participé aux premières négociations en 2003 de cette charte. À l'époque, j'étais opérateur. Aujourd'hui, TDF est opérateur d'infrastructure, donc je ne prendrai pas position par rapport aux opérateurs mobiles, par rapport à votre proposition. Ceci étant, aujourd'hui, on est confronté à 2 types de problématiques, et la question est très claire. Le sujet du désert numérique ou des zones rurales sur lesquelles nous avons des difficultés encore à couvrir, et sur lequel la mutualisation fait sens économiquement déjà, pour permettre de donner l'accès au maximum de personnes au débit numérique. Et ça, c'est un projet qui est déjà lancé autour du New Deal, qui est en cours, mais il ne sera certainement pas suffisant pour répondre à l'ensemble des besoins de nos concitoyens. Donc TDF, en tant qu'opérateur neutre, nous, bien évidemment, on travaille sur la mutualisation. D'ailleurs, quand vous voyez un pylône TDF, en général, vous voyez plusieurs antennes sur notre site pour permettre de faire ça. Donc ça, c'est un vrai sujet de fracture numérique que nous devons combler, tous collectivement. Le deuxième, concernant les zones denses, effectivement, la problématique que vous avez évoquée, M. Réfaud, elle est très claire. Il y a à la fois la problématique de trouver un toit pour mettre une macrocelle, parce que d'abord, techniquement, ça peut être compliqué. Et puis avec l'arrivée de la 5G, ça demande des mailles encore plus resserrées, donc demande plus d'antennes. Alors ceci étant, ça a quand même un avantage, c'est que sur la consommation du téléphone, avec la technologie du beamforming, ça va permettre aussi de faire diminuer la consommation des téléphones. Ça, c'est un point important. Par contre, nous avons tout un travail d'acceptabilité par les collectivités. Parce que tous les usages numériques, de toute façon, il faudra qu'on ait des infrastructures pour pouvoir les accueillir. Donc ça, c'est, je dirais, le paradoxe que vous évoquiez à l'instant. Et puis, il y a les small cells qui sont, je dirais, les compléments qui pourraient arriver au travers de mobilier urbain. On parle de pylônes végétaux, comme celui que j'évoquais tout à l'heure. On parle de lampadaires connectés. On parle de beaucoup de choses. Mais ça passe d'une part par la mutualisation des équipements en amont, donc des progrès technologiques à faire côté constructeur des équipements, des progrès côté intégration, on y travaille, et puis bien évidemment un travail de conserve avec les collectivités, parce que ça ne pourra se passer que par des partenariats avec les collectivités pour permettre ces développements. Donc ça, c'est vraiment un élément important pour permettre après aux usagers de pouvoir utiliser et consommer du numérique en utilisant l'optimum de ce qu'ils peuvent utiliser. Je citerai quand même 2 exemples par rapport à ça. Si vous voulez regarder la télévision, regardez plutôt la TNT. C'est quand même 10% de consommation énergétique de moins que par le réseau IP. 10 fois moins. 10 fois moins, pardon, pas 10. Oui, c'est 10 fois moins. Utilisez la fibre lorsque vous êtes en zone éligible, puisque là, c'est 12%, 12 fois moins qu'en termes de cuivre. Et puis, bien évidemment, la 5G, la 4G pour utiliser les outils en mobilité. Donc, c'est important d'avoir ces quelques références en tête,
parce qu'on voit bien que l'usage et l'optimisation aussi de la consommation par les équipements peut se faire aussi par une meilleure pédagogie sur la façon d'utiliser et de consommer. Donc je dirais en guise de synthèse par rapport à ces différents points, notre slogan, nous à TDF, c'est relier partout plus vite. Je rajouterai c'est relier partout plus vite, mais encore plus éco-responsable. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir prendre une question peut-être dans la salle. Il reste 1 minute, une question? Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y en a pas et que tout était très clair, on s'arrêtera là. Mais... Eh ben merci à tous et merci aux intervenants. On peut applaudir, je crois.